Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui entre dans le cadre de la contre-histoire de Michel Onfray. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème récurrent dans la bibliographie de Michel Onfray, c'est le thème de la vie philosophique. À plusieurs reprises, il sème des définitions de ce qu'est pour lui un philosophe, et par prolongement de ce qu'est la vie philosophique à laquelle il faut aspirer pour mériter le titre de philosophe. Michel Onfray s'est affranchi de l'université traditionnelle en 2002, en créant une université populaire, puis s'est affranchi des historiographies officielles en évoquant dans ses livres, et notamment dans les volumes de la contre-histoire, des personnages, des destins, des idées moins connues, voire inconnues. Cette volonté l'inscrit dans une contestation de ce qu'est la définition habituelle du philosophe, à savoir une définition administrative et universitaire, faisant philosophe celui qui, à la suite d'un parcours scolaire, en reçoit le diplôme. Onfray considère, comme d'autres, que la qualité de philosophe ne doit pas se mesurer au tampon d'un diplôme, mais à la cohérence entre conception du monde et vie quotidienne. Un philosophe ne doit pas être un théoricien qui donne ses avis sur tout et surtout sur ce qu'il n'a jamais connu personnellement, qui plus est dans un vocabulaire élitiste réservé à la caste des semblables. Dans l'un de ses derniers livres, L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus, il insiste précisément sur l'idée que Camus, qui n'avait pas la collection de diplômes de Sartre, n'en était pas moins un philosophe dans la mesure où il a mené sa vie en correspondance avec ses idées. Il a mené la sacro-sainte vie philosophique, qu'Onfray érige en modèle et en condition. Onfray veut promouvoir une pratique de la philosophie semblable à ce qu'en dit l'image d'Épinal antique, sans les murs de l'université ou de la bibliothèque qui enfermeraient la pensée, sans l'élitisme, sans le carcan administratif. Il veut une philosophie accessible à tous, que l'on pratique ici ou là, en toutes circonstances et avec tout le monde. La seule vraie condition fondamentale étant de penser sa vie et de vivre ses pensées, faisant se rejoindre théorie et pratique, et ne jamais disserter sur de la théorie vide et inatteignable. De quelqu'un qui promeut cette vision de la pratique philosophique, l'on s'attend à ce qu'il soit un modèle, qu'il mène sa vie philosophique, qu'il se soucie de jouir et faire jouir, qu'il cherche à accéder au plaisir et à fuir le déplaisir, qu'il se serve abondamment de ses sens, de son toucher, de son odorat, qui sont des outils d'ouverture et d'accession au monde dont il a vanté copieusement les mérites dans des dizaines de pages du livre L'art de jouir. Qu'il pratique la vie, le libertinage, qu'il mange, fasse l'amour avec sa femme, et avec d'autres également, qu'il prenne la nature à bras-le-corps. D'après lui, puisque c'est ce qui fait un philosophe, on ose croire qu'il n'en fasse rien, et qu'il continue à se présenter au public en qualité de philosophe, non au titre de la vie philosophique qu'il mène, mais parce que l'administration universitaire qu'il critique tant lui aura délivré le précieux diplôme. Avant de creuser un peu la question, voyons le portrait qui a été fait de lui dans une toute nouvelle revue de philosophie. Question philosophie, dont le premier numéro vient de sortir. Dans un article surréaliste signé AF, où l'apologie se dispute la géographie pure et simple, on apprend que Michel Onfray est tout plein de qualités, qu'il ne plaisante pas avec la philosophie qu'il a su moderniser et rendre populaire. Et cerise sur le gâteau, qu'il est un philosophe en vérité. Inutile que le lecteur cherche dans ces pages la moindre notion philosophique, la plus petite analyse ou la moindre critique intellectuelle. Non, ici, tout est à la gloire d'Onfray, au point qu'on dirait une quatrième de couverture d'un de ses livres. En réalité, cet article People fait une synthèse de la mythologie onfrayenne telle qu'Onfray lui-même la distille dans ses innombrables interventions médiatiques. L'auteur de cette pige, indigeste, s'est donc contenté de relayer mot pour mot la légende d'Onfray, sans procéder au travail que nous faisons dans ces vidéos, travail qui permet de gratter un peu le vernis pour découvrir l'étendue des contradictions, des non-sens et du bavardage qui tiennent lieu de discours onfrayens. Parmi les légendes que l'article reprend aveuglément, il y a celle de la vie philosophique selon Onfray, dans les termes déclinés plus haut. Puisque Michel Onfray a dit que, l'article répète que. Et Michel Onfray, que dit-il justement de la vie philosophique ? Le banquier propose une deuxième leçon. Les philosophes enseignent des vertus qu'ils se gardent bien de pratiquer, ils vantent des morales mais s'avèrent incapables de les activer. Ici, il propose donc que nous fassions une distinction entre proposer un discours que l'on s'applique et proposer un discours que l'on ne s'applique pas. En somme, le fameux « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », qui impose en effet de douter de la véracité et de la sincérité d'un penseur dès lors qu'il se soustrait à des options de vie qu'il prétend pourtant les meilleures. Si elles sont les meilleures, pourquoi ne les pratique-t-il pas ? Michel Onfray fait le choix de préférer défendre ceux qui théorisent une pensée et l'appliquent à leur propre quotidien. En plus d'être un gage de cohérence, c'est aussi la preuve que le penseur ne ment pas lorsqu'il prétend que sa vision est bénéfique et meilleure. Très bien. Jadis, la preuve du philosophe était donnée par la vie philosophique qu'il menait. Nous retrouvons le thème de la cohérence entre pensée et action, cher à Michel Onfray au point qu'il a bâti sur elle sa définition du philosophe.
on touche encore au refus de considérer le diplôme ou la formation universitaire statique comme qualité du philosophe. Onfray affirme que l'on est philosophe dès lors que l'on vit philosophiquement, c'est-à-dire qu'à la différence des participants du banquet de Platon, nous appliquons à nous-mêmes ce que l'on propose aux autres comme option. Très bien. Une œuvre écrite sans la vie philosophique qui l'accompagne ne mérite pas une seconde de peine. Même sujet, même approche, en ajoutant cette fois un autre élément, refuser la viabilité d'une œuvre philosophique si celle-ci ne dépasse pas le cadre de la simple théorie formulée depuis un bureau, sans contact avec l'extérieur, avec le réel, avec la vraie vie, les vrais gens. La vie est pour Onfray une école philosophique. C'est là que l'on apprend les rudiments de l'autre et que l'on peut conséquemment définir les contours d'une philosophie du rapport à l'autre. Sans cette modalité de fabrication d'une pensée, rappelons que l'œuvre ne mérite pas une seconde de peine. Et justement, à ce propos, les philosophes qui, selon l'adage de Bergson, agissent en homme de pensée et pensent en homme d'action, n'encombrent guère l'histoire des idées. Et pour cause, leur action déborde rarement les pauvres limites de leur petit bureau, ce qui les contraint à des brassages du monde en chambre, à des révolutions dans 20 mètres carrés, ou à des cosmogonies élaborées dans 30 mètres cubes d'air vicié. Nous retrouvons le thème précédent, et cette fois même une invitation à ne pas prendre au sérieux non seulement les philosophes qui blablatent dans 20 mètres carrés, mais également les philosophies qui résultent d'une semblable pratique de l'érudition. Fort bien. Deux possibilités s'offrent à nous. Croire Michel Onfray sur parole, comme l'a fait cet article dans Question Philosophie, c'est-à-dire accorder à Onfray une confiance aveugle, sans aller au-delà du discours vendu par l'intéressé à propos de l'intéressé. Si l'on s'en tient à ces extraits et à cet article, nul doute sur le fait que Michel Onfray pratique la vie philosophique. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans la vraie vie, il éprouve les autres, a défini les contours de sa pensée au contact de ces autres et des éléments de la nature, et a continué à approuver cette pensée après qu'ayant été éprouvée, elle a achevé de le convaincre de sa nécessité. Petit couac néanmoins, ici. Je veux donc, dans cet appendice dont on peut économiser la lecture, dire mes références qui sont en quelque sorte mes révérences. Cadeau donc pour les rats de bibliothèque dont je suis. Cet aveu est pour le moins fâcheux. En s'avouant rat de bibliothèque, il reconnaît avoir formulé ses idées, sa pensée, dans 20 mètres carrés. Reconnaît avoir élaboré des cosmogonies dans 30 mètres cubes d'air vicié. Il admet comme rat de bibliothèque s'être contraint à un brassage du monde en chambre. Ce petit aveu discret en nota d'un petit livre oublié, qui l'a lu? Qui l'a lu jusqu'au bout? Et à ceux qui veulent faire oublier ce passage gênant en arguant que le livre est un livre ancien, qu'entre-temps Michel Onfray a évolué, on répondra par cet extrait vidéo beaucoup plus récent. Également. Oui, je suis en train, mon père est décédé il y a presque 3 ans là, mais donc je suis en train de revenir sur tout ce que j'ai fait et de m'apercevoir que c'était pas forcément très utile. Enfin, c'était utile et inutile. C'était pas très utile parce que finalement on perd beaucoup de temps à lire des livres qui nous éloignent du monde. Mais c'est bien quand on a compris que certains livres nous y ramenaient. Et les vrais grands livres nous ramènent au monde pour nous défaire des livres. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment où on se dit, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, 60 de livres, j'écris plus vite que mon nombre, donc j'ai dépassé ce que je vous signalais tout à l'heure, mais j'ai pas beaucoup médité. C'est-à-dire, je ne me suis pas beaucoup imprégné d'odeurs, de petits matins, d'aube, de crépuscule. Je n'ai pas assez bien regardé le soleil, le ciel et la lumière. Je n'ai pas assez bien lu le ciel et les étoiles ou ce genre de choses. J'ai trop mis de livres entre le monde et moi. Donc il y a juste un moment où... Une fois de plus, Michel Onfray pérore, décrète, pontifie, donne des leçons, pond des sentences, distribue les bons et les mauvais points, prétend offrir un cadre, un modèle, une ligne de conduite. Quelle mascarade! Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine.